Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Gestalt inachevé. On dit qu'un samouraï n'a pas de but, il n'a qu'un chemin. Comme la seule chose que j'ai en commun avec un samouraï est mon amour pour les sushis et le saké, je me préoccupais toujours plus du but que du chemin. C'est pourquoi le voyage de près de 4000 km lui-même, bien qu'il apporte des pensées romantiques, a un sens important, sinon ce serait une perte de temps. Et il avait un sens, et un sens extrêmement noble. Je devais participer au tournoi tout-terrain, The Power of Siberia, la puissance de la Sibérie. Je connais Dmitri Peretiatko, directeur général de l'Association interrégionale des athlètes de rallye raid, depuis longtemps et je n'ai pas pu refuser lorsqu'il m'a proposé de mettre un terme à un geste de longue date, participer à une véritable course. En solitaire, de Moscou à Tomsk? Dans un Wrangler? PFFT, je pourrais le porter dans mes bras s'il le fallait. Je ne pouvais pas refuser une telle offre, alors j'ai d'abord sauté dans ma voiture et j'ai roulé de Saint-Pétersbourg à Moscou pour aller chercher la Jeep. Il est clair qu'en raison de l'organisation simple de mon âme, je n'ai pas ma propre Jeep Wrangler. Mais une autre entreprise m'aide, Jeep Custom de Moscou. Ces gentils garçons s'occupent de l'entretien, de la réparation et de la mise au point de Jeep, principalement de Wrangler. Au début, il s'agissait d'une sorte de club de loisirs, et ils ont le même intérêt, Wrangler, puis le club s'est transformé en une entreprise sérieuse. En principe, ils vendent aussi des Jeeps, je pourrais donc y acheter une Wrangler si je le souhaitais, mais mes désirs ne coïncident pas toujours avec mes capacités. Pour l'instant, je vais donc profiter de leur gentillesse et prendre la voiture juste pour le plaisir, pour aller à une course. Bref, tout se passe à merveille jusqu'à présent, et j'ai enfin eu l'occasion de réaliser mon vieux rêve de faire un peu de rallye raid. Plus précisément, dans une courte Baja, un type de rallye raid d'une longueur de moins de 1000 km. Le lundi matin, je me trouvais déjà à la porte de Jeep Custom. Heureusement, il faut maintenant plus de 5 heures pour aller de Saint-Pétersbourg à Moscou par l'autoroute M11 et je regardais la rongelle préparée pour moi. Et un génie, un ami des paradoxes. J'ai eu une chance fabuleuse, Jeep Custom m'a offert un Jeep Wrangler 2018 génération JL en configuration Rubicon. Le kilométrage de la voiture est de 60 000 km et l'état est comme une voiture neuve. Depuis cette génération de Wrangler, même si elle est actuelle, il est difficile de parler de nouveauté, je ne la décrirai pas en détail. Ces voitures circulent sur nos routes depuis 5 ans déjà, bien qu'en petite quantité, et vous pouvez donc les voir de vos propres yeux. Je me contenterai donc d'une brève référence technique et d'une description de certaines caractéristiques paradoxales du Wrangler, qui en font un génie à certains endroits. Heureusement, la mode automobile moderne a épargné le Wrangler, qui reste un vrai tout-terrain avec un cadre, des essieux coupe, un jeu complet de verrous réels, interaxe et interroues sur les deux essieux, une boîte de vitesse à réduction et un stabilisateur avant ouvert. Dans le contexte de l'aspiration très ancienne de certains camarades à créer un crossover à partir du Pajero, et à attribuer le glorieux nom de Terrano au Dusté, cette vieille école fait frémir les yeux. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou non, mais le moteur sous le capot de notre Wrangler est encore plus moderne, Alfa Romeo Huracan. Avec une capacité de 2 litres. Il ne s'agit pas du bon vieux Chrysler V6 Pentastar d'un volume de 3,6 litres, qui était principalement utilisé dans la précédente génération de JK. Le plus probable, c'est qu'il soit bon, la puissance de ce moteur est de 272 chevaux, et l'appétit du moteur turbo-compresse à injection directe est sensiblement plus faible que celui de l'ancien V6. Sauf pour la sonorité de ce moteur. Jeep n'a qu'un pas à faire avant le gémissement des moteurs Honda. Il n'y a pas d'autre reproche à faire à ce moteur. Et si l'on en croit les statistiques, les Jeeps équipés de ces moteurs et ayant parcouru plus de 100 000 km se rendent chez Jeep Custom pour l'entretien. Huracan n'a pas non plus de problème technique grave. La boîte de vitesse n'est pas non plus la même que sur le JK, il y avait des boîtes de Mercedes. Le JL est équipé d'une boîte automatique hydromécanique à 8 rapports ZF 850 raies, dont nous verrons le fonctionnement plus tard. Et maintenant, il est temps de monter dans la voiture et de partir pour Kazan, le lieu de la première nuitée. Moscou, Kazan, je ne suis pas le plus petit,
mais il est difficile d'entrer rapidement dans le Wrangler sans s'y habituer, il est haut, et les seuils ne sont pas des plus confortables. Mais ils sont toujours propres, je les ai essuyés régulièrement avec un jean. Mais si l'on s'habitue à la hauteur, on peut ressentir un certain choc à l'intérieur de la voiture. Je dois dire que ce choc est agréable. Seul un hamburger enveloppe dans un drapeau étoile imbibe de Coca-Cola, peut être plus américain que l'intérieur de Wrangler. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence, même si Jeep est très patriotique dans ce domaine, mais aussi des vitesses. Pour intégrer dans une voiture coûtant environ 8 millions de roubles, compte tenu de son âge et de son kilométrage, un panneau métallique et une unité de commande des lève-vitres sous la climatisation, il faut être très fidèle aux traditions de la construction des Jeeps. Ou de laisser le réglage des sièges entièrement mécaniques, avec une sangle qu'il faut tirer pour incliner le dossier. Et que dire des serrures de porte ouvertes qui sont visibles dans l'habitacle? C'est un peu bizarre, non? En fait, pas vraiment. Premièrement, la brutalité de la Jeep devrait être soulignée d'une manière ou d'une autre, elle a une telle image. Deuxièmement, beaucoup a été fait du point de vue de la fonctionnalité. N'oublions pas que ce Wrangler se distingue par la possibilité d'enlever le toit et les portes en quelques minutes et de rouler sans eux en toute légalité. C'est pourquoi, par exemple, les boutons des lève-vitres ne se trouvent pas sur les portes, mais dans un bloc sépare sur le panneau du conducteur et sur le tunnel des passagers arrière. Ainsi, le câblage des mécanismes dans les portières est à déclenchement rapide et se trouve à l'extérieur des portières. Cela semble bien sûr étrange, mais c'est en fait très pratique. Et certaines décisions sont vraiment ingénieuses. Par exemple, une caméra de recul, installée dans le moyeu d'une roue de secours, ou les serrures d'un capot qui s'ouvrent simplement de l'extérieur. Tout en nous familiarisant avec la voiture, nous roulons sur l'autoroute Gorkovsko, le début de l'autoroute M7, sur laquelle nous nous rendrons à Kazan. Plus exactement, nous nous rendons d'abord à Vladimir, où nous devons faire une halte. Toute une équipe, avec un vidéaste et un représentant de Jeep Custom, se trouve dans la voiture. Comme nous représentons la meilleure production du pays, nous devons décorer la voiture avec des autocollants, qui nous attendent à Vladimir. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les routes près de Moscou. J'aimerais que l'autoroute M12 soit construite le plus rapidement possible, après quoi cette région de Moscou, avec ses embouteillages, serait sur la tige d'amortissement de n'importe quelle voiture. Tant que cette autoroute n'existe pas, je dois rouler dans les embouteillages. La circulation y est intense, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les 6,8 secondes pour atteindre 100 km/h sont très pratiques. Pour les réarrangements et les dépassements. Seulement, il est certain qu'il faut appuyer sur la pédale à bon escient, la propulsion arrière et un poids à vide de près de 2 tonnes ne sont pas la Golf R, et une certaine contrôlabilité perfectionnée, dans le Wrangler ne l'est pas tant que ça. Si l'on tient compte de l'aérodynamisme d'une brique, il s'avère qu'elle n'est pas du tout intéressante, mais qu'elle n'est pas du tout lente. Camera, camera, camera. C'est probablement la seule chose dont on se souviendra sur l'autoroute qui menait à Vladimir. Et c'est un peu vexant, car les lieux sont anciens et intéressants. Mais nous ne nous en préoccupons pas. Nous devons partir, alors toute notre attention se porte sur la route et ses gardes en uniforme de couleur vive avec l'inscription « DPS ». À Vladimir, nous récupérons les autocollants et roulons jusqu'à Kazan. Sans s'arrêter. Je dois dire que l'autoroute M7, ainsi que d'autres autoroutes fédérales, me plaisent de plus en plus chaque année. La route Peter Uffa est ma route natale, et je l'emprunte plusieurs fois par an depuis quelques années. Certes, les réparations incessantes de la M7 et de la M5 ne peuvent qu'agacer, mais c'est pour le mieux, on peut rouler sans penser aux nids de poules et autres problèmes. Bien sûr, ces nids de poules ne sont pas très visibles sur le Wrangler, il avale toutes les petites et moins petites bosses à la fois. La meilleure chose à faire sur l'autoroute avec notre voiture est de prendre de l'avance ou de doubler. Ici, la Wrangler est tout simplement bonne, son accélération est enviable. La seule chose gênante est un délai perceptible après avoir appuyé sur la pédale d'accélérateur. La boîte se comporte de manière réfléchie, il faut donc s'y habituer. La deuxième particularité de la voiture est un pare-brise vertical. On dit que c'est un consommable, ici, comme sur les Gelandwagen, il est trop souvent heurté par des pierres sur l'autoroute, qui deviennent la cause de nombreux éclats. Dieu merci, nous n'avons pas attrape de pierres, mais les insectes sont un vrai problème. Et pourtant, nous avons réussi à profiter de la vue sur la Tchouvachi et le Tatarstan, malgré les restes de mouches, guêpes, abeilles et autres insectes et papillons étalés sur la vitre.
Bien sûr, les lieux sont magnifiques, mais il ne faut pas se laisser distraire inutilement de la route. Plus près de Kazan, les travaux de réparation des routes ont commencé, et les constructeurs de routes sont des gens imprévisibles. Ils indiquent le début de la marche arrière avec un bloc de béton en travers de la voie, où ils placent des drapeaux sur les raccords, qui ne sont pas visibles dans les phares, bien que la lumière de la Jeep soit très bonne. C'est pourquoi il n'est pas étrange que les endroits particulièrement embusqués des travaux routiers soient parfois parsemés de fragments de pare-chocs en plastique des voitures, sur lesquels notre Jeep se précipitait vers Kazan avec un joyeux craquement. Nous sommes arrivés à Kazan tard dans la nuit, et nous n'avons donc pas pu le voir. Mais comme j'y suis allé souvent, je me suis couché. Le matin, nous devons mettre des autocollants sur la voiture et partir pour Chelyabinsk le plus tôt possible. Kazan-Chelyabinsk le matin, nous avons commencé à coller des autocollants sur la voiture. C'était une tâche pénible mais malheureusement nécessaire, on ne peut pas aller loin sans sponsor. Et tout de suite, nous sommes allés plus loin à travers Ufa jusqu'à Chelyabinsk. Le navigateur nous a dit que la route M7 serait une heure plus courte que la M5, nous sommes donc retournés à l'autoroute de la Volga et l'avons prise. La route qui traverse le Tatarstan et le Bachkortostan est très pittoresque. Le relief y est plus prononcé, ce qui permet de regarder autour de soi. Il est vrai que le nombre de voies a été réduit à 2 en de nombreux endroits, auparavant, il y en avait plus souvent 4, 2. Sorte qu'il faut dépasser plus souvent qu'à son tour, mais la Jeep s'en accommode aisément. Entre-temps, les papillons de nuit, tatars sur le bord des routes ont été remplacés par des policiers bachkirs. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y en a beaucoup ici, bien que le nombre de KPM sur les routes diminue rapidement. Les agents de la police routière sont là pour une bonne raison, il n'y a pas de marquage partout, mais ils accrochent généreusement des panneaux. Il y a de fortes chances de dépasser et de rester sans permis de conduire, c'est pourquoi nous conduisons prudemment, mais rapidement. Nous sommes arrivés à Ufa presque sans nous en apercevoir. À cet endroit, l'autoroute M7 se termine, et nous avons contourné la capitale du Bachkortostan par le sud pour emprunter la M5, Oural. Ce n'est pas pour rien que cette autoroute s'appelle Oural. Traverser les contreforts méridionaux de l'Oural est à la fois joyeux et triste. Joyeux en raison des très beaux paysages qui s'offrent à nous, triste en raison du nombre de camionnettes qui se faufilent le long des routes de montagne. Particulièrement tristes sont les vieux Kamaz qui se faufilent dans les montagnes, Kondan est très silencieux. Bien sûr, nous aurions pu choisir une autre route, il y a des options, mais nous ne cherchions pas la facilité. Le deuxième jour, j'ai été un peu plus sévère à l'égard des conducteurs imprudents qui dépassent en travers des lignes continuées. Dans les virages aveugles sous un panneau d'interdiction. Se précipiter de l'autre côté de la route est leur droit, mais entraîner les autres usagers de la route avec eux est une erreur. Mais lorsque toute une file de voitures se glisse derrière un Kamaz pendant un long moment, quelqu'un perd forcément son sang-froid. Et c'est triste. Chelyabinsk n'a pas été aussi dur que nous le pensions. C'est une ville plutôt agréable, et personne ici ne boit de la vodka du matin au soir, en la grignotant avec un verre coupe. Cependant, l'odeur est étrange, et pendant la nuit, il y a eu une légère mais suspecte trace de suie sur la voiture. Franchement, ce n'est pas très agréable, mais que peut-on faire l'industrie, cependant. Le matin, l'opérateur et moi sommes allés nous promener dans la ville, après nous être volontairement levés quelques heures plus tôt. Nous sommes allés, bien sûr, au centre, dans la rue Kirov, l'arbre piétonnier local. Je suis absolument indifférent aux sculptures, mais sur Kirovka, comme les habitants appellent la rue, elles ont quelque chose de spécial. Elles sont vivantes, ou quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup, un citadin, un marcheur, une fashionista, un mendiant, à Chico. Et un cireur de chaussures. C'est surprenant, mais elles valent vraiment la peine d'être vues. Même si, bien sûr, la saveur de la ville dure est présente ici. Par exemple, il y a quelques années, la sculpture de Lefty s'est fait scier le bras, elle était en bronze, ce qui signifie qu'elle pouvait être vendue comme ferraille. Un autre bras a été fixe, mais le résidu est reste. Mais nous l'avons vite oublié et nous sommes partis pour Omsk. Chelyabinsk, Omsk, beaucoup de gens se sont probablement déjà demandé combien votre Wrangler avait brûlé. Ce n'est pas la voiture la plus économique. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, ce moteur de 2 litres a su nous surprendre, la consommation moyenne s'est maintenue au niveau de 12 litres. Parfois, elle est montée à 12,5 litres, parfois elle est descendue à 11,5 litres. C'est un très bon indicateur pour un tout-terrain de 2 tonnes. Cependant, nous n'étions pas trop préoccupés par la consommation.
Le service Yandex Filling Station a couvert nos besoins en carburant tout au long du trajet entre Moscou et Tomsk. Et c'était parfait, nous avons fait le plein sans quitter la voiture, directement à partir de l'application Apravok ou de Yandex Navigator, qui affiche toutes les stations-service connectées au service. On s'approchait d'une station-service, on choisissait son numéro, on payait, on faisait le plein et on repartait. C'est rapide et pratique. Et surtout, nous n'avons pas eu peur de faire le plein d'une camelote au lieu de l'essence, le carburant est assuré et sa qualité est vérifiée. Étant donné qu'il existe dans l'Oural de nombreuses marques de stations-service que je ne connais pas du tout, c'est très utile. Il suffit de faire le plein et de ne pas penser que l'essence sera de mauvaise qualité. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à Tomsk, rapidement et sans crainte pour la Wrangler. De Chelyabinsk à Kurgan, la route nous a semblé simple, asphalte en bon état, réparation minimale, beauté des côtes, mais après Kurgan, il faut faire attention, par défaut, le navigateur veut prendre une route courte, et cette route passe par le Kazakhstan. Il est donc préférable d'aller vers le nord et de passer par Ishim. Ces endroits sont connus pour leurs tourbières. Il s'agit des célèbres tourbières de Vasyugansk, d'une superficie de plus de 53 000 km². Elles s'étendent d'ouest en est sur près de 600 km, et le paysage à l'extérieur de la fenêtre, il faut le dire, vous plonge dans l'ennui de la Russie centrale. On a envie soit de boire de la vodka et d'écouter Lyub, soit de ne pas en boire et de ne rien écouter Lyub, d'abord. Ce sont des endroits lugubres. Même les lacs, qui sont nombreux et de grande superficie, semblent n'être que d'énormes flaques d'eau. Plaines, marécages, lacs, c'est tout. Et ainsi de suite sur des dizaines de kilomètres. C'est ennuyeux. En luttant contre le sommeil, nous avons atteint Omsk. À ce moment-là, j'ai humblement appelé les conducteurs négligents des moutons. Ils n'allument pas les clignotants, se mettent en tête de doubler, négligeant les feux de jour. En un mot, les moutons. Et lorsqu'il y a deux voies dans chaque direction sur l'autoroute, ils s'entêtent à rouler sur la gauche, bien que cela soit passible d'une amende. À Omsk, nous avons pris une chambre dans un hôtel que le défunt Hitchcock recherchait, mais qu'il n'a pas trouvé pour les décors de ses films. Le matin, nous sommes allés voir la forteresse d'Omsk. Sur le territoire de la forteresse, il y a aussi un bon espace pour ceux qui aiment le chili avec des smoothies, c'est ce cas. Dit notre opérateur, mais je ne peux pas bien l'imaginer. L'ensemble architectural, soyons honnêtes, n'a pas été à la hauteur, mais dans l'ensemble il était intéressant. Et j'ai aussi aimé un cheval à l'allure sauvage, qui regarde les passants avec un tel regard, comme si tous les gens autour n'étaient rien compare à Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, avec qui ce cheval a passé 4 ans dans le même lit, dans cette forteresse. Mais ce n'est peut-être pas un cheval. Omsk-Tomsk, le dernier tronçon était le plus ennuyeux, pas trop de trafic, une route plutôt décentée, oui, les mêmes tourbières. D'ailleurs, la route est encore meilleure que je ne le pensais, presque partout il y a de l'asphalte et même quelques marquages. Je dois avouer honnêtement qu'il n'y a rien à dire sur cette partie de la route. Ou peut-être que j'étais déjà fatigué et que mon cerveau a refusé d'absorber des informations inutiles. Quoi qu'il en soit, d'Omsk à Tomsk, nous sommes arrivés très vite, ce dont nous étions très contents, nous pouvions nous coucher tôt, et nous en avions rêve depuis 15 ans. Le Wrangler ne nous a jamais déçus. Je dirais même plus, il ne nous a même pas déçus. Je l'avoue, je craignais qu'un SUV à châssis ne soit pas la meilleure voiture pour un long trajet sur l'autoroute. En fait, tout s'est avéré un peu différent. Oui, s'il est prévu de faire du tout-terrain, le Wrangler, surtout après une certaine préparation, conviendra parfaitement. Il est également possible de rouler avec sur une autoroute, et assez confortablement, mais j'achèterai autre chose pour cet argent. Je ne suis pas un adepte des déplacements loin de l'asphalte et j'appréciais davantage le confort. Néanmoins, cette voiture offre des sièges très confortables, Mondo n'a souffert sur aucun des sièges, y compris les sièges arrière. La dynamique est suffisante avec une tête, et la seule chose qui peut gêner, ce sont les bruits aérodynamiques, qui fatiguent les passagers du canapé arrière. Sur les sièges avant, ces bruits sont moins importants, bien qu'ils existent toujours, et ici, derrière, à une vitesse de 100 km/h. C'est tout simplement bruyant. Mais si l'on tient compte du potentiel tout-terrain de la Jeep, on peut lui pardonner ses lacunes sur l'autoroute, elle n'a pas été conçue pour ces routes. À Tomsk, nous devons encore tester le Wrangler dans des conditions difficiles sur le Power of Siberia Baja. Ce sera un test très difficile, mais nous vous en parlerons la prochaine fois. Croyez-moi, c'est bien plus intéressant qu'un long voyage en voiture.
Et bien plus rapide. En conclusion, cette aventure de 3650 km en Jeep Wrangler Rubicon JL nous a permis de découvrir des paysages époustouflants et de relever des défis incroyables. Chaque kilomètre parcouru renforce notre passion pour le rallye raid et l'esprit d'aventure. Nous espérons que cette expérience vous a inspiré à explorer de nouveaux horizons et à vivre vos propres aventures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage exceptionnel. À bientôt pour de nouvelles explorations.